peut-être commencer par prendre la question de Lionel, puis faire la démonstration, et puis on pourra poursuivre les échanges. D'accord, d'accord. Alors, faisons-la. Donc, c'est collecte. Donc là, vous avez réception externe. Donc, vous avez chargé un tiers qui, lui, est labellisé végétal local. Voilà, vous lui avez passé commande de graines. Il vous livre des graines. Vous avez un BL sur lesquels il y a le poids, l'espèce, le poids, mais vous ne connaissez pas le site de collecte. Et vous voulez le mélanger avec, avec un lot que vous avez récolté de votre côté. D'accord. Donc, une date de réception. Allez, on est le 6 octobre. Là, vous choisissez votre tiers. Bon, ça se gère très facilement, c'est dans l'annuaire. Hein. Attendez, j'y vais vite. Comme ça, je vous montre. Donc là, je suis sur une autre page. Hein, ici, vous avez tous les tiers. Il peut y avoir deux statuts, soit c'est un pépiniériste, soit donc ce sera un destinataire du bon de livraison, soit c'est un semencier fournisseur, donc c'est quelqu'un qui correspond à une collecte externe ou une réception externe. Et puis quand vous, bon là je sais que je n'ai rien, mais on peut avoir, ah si j'ai l'adresse quand même, quoi. Bon, il y a les infos minimales de contact. Donc je reviens à ma réception externe. Je choisis, bon j'en ai qu'un seul, hein, donc je le choisis. Je peux en avoir plusieurs. Alors, il m'a ramené de la viande montagne. Je saisis ça, je le rajoute. Mais il m'a ramené aussi, je ne sais pas, du sorbier des oiseleurs. Donc, je le rajoute. Et là, je vais préciser ici, je dispose, vous voyez, je peux ouvrir et je peux fermer. Donc, sur la viande montagne, je peux mettre le numéro du lot chez lui. Donc, forcément, pour la traçabilité, quand vous allez avoir un audit, on dit OK, tu as reçu quelque chose, c'est quel numéro de lot? OK, ben, il est VL, tu l'as acheté chez quelqu'un qui est labellisé, d'accord, mais la prochaine fois que je ferai un audit chez lui, j'irai voir ce numéro de lot là chez lui aussi. Donc vous pouvez mettre ici un numéro de lot. Alors, ça c'est vraiment le numéro du lot de votre fournisseur qui vient de la même région d'origine, ça serait quand même mieux. Ne mélangez pas des lots de régions d'origine différentes, ce que d'ailleurs ne permet pas Pipicolacte. Par contre, comme il n'y avait pas beaucoup de sorbiers des oiseleurs en Alsace, ben, il a dû aller. C'est pour ça que vous êtes adressé à un tiers. Il est allé le chercher en drone. Et il vous précise, écoute, je l'ai pris dans une forêt qui était plutôt sèche et un peu acide, hein, ce qui correspond. Voilà, et puis à une altitude de 500 mètres. Donc ça, c'est les infos qu'il doit vous donner parce que du coup, vous, au niveau de traçabilité, vous maîtrisez. Et vous pouvez, à vos clients, vous pouvez leur dire, écoute, tu vois, voilà où je suis allé te chercher tes graines. Il vous dit même qu'il l'a récolté fin septembre. Bon, vous voyez que là, ce n'est pas des données obligatoires. Le poids de graines qui vous a livré, ça peut suffire. Mais vous pouvez saisir un poids de fruits si ça vous intéresse. D'accord? Donc, il vous a livré 10 kg de graines. Donc, en bas, grâce à une table des coefficients, vous estimez que ça fait tant de graines. Mais il a eu la gentillesse de compter les graines et il vous a dit exactement qu'il y en a 135 000. Il a récolté, il vous l'a dit aussi, sur 20 individus. C'est-à-dire que si vous allez le mélanger avec un lot que vous allez collecter, vous, faites attention d'avoir 10 individus de votre côté pour avoir au moins les 30. Vous enregistrez l'info. Ah, pardon, je n'ai pas fait le deuxième. Il me demande le deuxième. Moi, je vais aller un peu plus vite, hein, vous avez compris le principe. Hein. Ah, je me suis gouré. Ici, c'est la viande, l'antenne. Donc, c'est celui-là. Et le deuxième. Voilà, la date de collecte. Aussi à cette date-là. Et vous avez. Pardon, moi je suis ambitieux. 6 kg de graines, ce qui est pas mal. Et là, vous ne l'avez pas compté, vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Il va prendre le nombre de graines ici, sur le PL. Et voilà, maintenant je peux enregistrer. Voilà. Donc là, on se retrouve
Laissez-moi vous l'afficher du coup. Ça doit être dans ces eaux-là. Ici, vous retrouvez le villa. Vous voyez que c'est une réception externe, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le site de collecte, donc il n'y a rien indiqué ici. Par contre, vous savez que c'est Evive d'Alsace qui vous l'a livré, que la collecte a eu lieu à cette date-là, que voici les caractéristiques du site. C'est ce qu'on a saisi tout à l'heure. Unité 7, ça c'est le code de Nice, hein, G, je ne sais plus ce qu'il veut dire. Milieu acide, sec. Et voici le numéro du lot chez votre fournisseur. Il vous a livré 10 kg de graines. Et voici pour le deuxième site, d'accord, avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez assurer la traçabilité. Et après, vous pouvez vous le mélanger avec un lot interne que vous avez créé vous-même, etc. Voilà. Ça correspond à l'attente. Oui, merci. Ouais. Je me posais la question, du coup, le nombre d'individus, il n'est pas en obligatoire dans le. Parce que finalement, si c'est quelque chose qu'on peut utiliser après pour faire des mélanges. Ah, bah oui, il n'est pas obligatoire. Bah, écoutez, vous mettez le doigt dessus. Par contre, on peut le modifier, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas Oui, non, mais. obligatoire. Mais c'est une bonne remarque, tout à fait. Je pense que ça a du sens de le rendre obligatoire. Oui, oui, exactement. Je Donc là, ne sais pas. Hein, c'est peut-être rajouter une contrainte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, des fois, ouais, trop de contraintes. Mais c'est vrai que ça permet quand même de ne pas oublier de le saisir. Et là, je l'ai oublié, quoi. Ouais, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on le rend obligatoire? Alors aussi, je précise une chose, c'est que vous avez vu la coche végétal local, marqué végétal local. On peut avoir des dérogations, par exemple pour le pommier poirier, si on n'a pas les 30 individus, mais qu'au niveau de la marque, on a demandé une dérogation, il va pas cocher, Pépicollect ne va pas cocher parce que vous n'avez pas, si vous n'avez pas les 30 individus, il ne va pas mettre cette coche, mais vous pouvez la mettre manuellement. Vous n'êtes pas coincé à ce niveau-là. Et vous l'assumez, simplement, vous pouvez justifier en cas d'audit, écoute, j'ai une dérogation. Et du coup, Jacques, par rapport à ça, quand on coche marqué VL, est-ce que c'est pour un lot qui est potentiellement labellisable ou il faut vraiment qu'on soit déjà finalement labellisé pour pouvoir mettre marqué VL? Ah oui, oui, c'est très important. Vous ne pouvez surtout pas vous réclamer de la marque si vous n'êtes pas labellisé. Hein. Donc le marqué VL, c'est vraiment quand on est labellisé, ça ne veut pas dire labellisable végétal local. C'est vraiment labellisé. Pas dire, oui, notion très importante. C'est quand vous êtes labellisé. C'est-à-dire plus concrètement quand cette espèce est labellisée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une gamme dans votre catalogue de 40 espèces. Si vous en avez 15 qui sont labellisées, vous ne pouvez que. Il ne faut pas faire refléter sur un bon de livraison. D'ailleurs, vous ne pouvez pas l'utiliser, ce bon de livraison-là, pour des espèces non labellisées. Hein, d'accord. Elles ne sont pas VL. Il ne faut pas que le VL ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Il ne faut surtout pas, parce que là, ça peut même être assez grave, hein, c'est-à-dire que vous usurpez le. Je le retrouve, je ne sais pas où j'ai mis, est-ce que je l'ai supprimé? Non, il est là. Bon, ouais, c'est celui-ci. Je génère mon BL. Cette cache. Bon, alors le petit machin là, je leur ai demandé de le changer, ça a été fait, et puis ça a été. Je vais revenir vers eux, vous inquiétez pas, ça sera mieux écrit. Hein. Et là, cette coche, ça veut dire vraiment que sinon c'est de la publicité abusive. Hein. C'est de la. Je ne sais pas comment s'appelle le délit, mais voilà, vous ne pouvez pas cocher une espèce qui n'est pas labellisée du tout au niveau de la marque végétale locale. Merci. Voilà. Et puis au niveau des lots de mélange, ça se passe ici. Attendez, je ne suis pas dans le lot de mélange, je vais y aller. C'est cette coche qui est là, hein, d'accord? Donc imaginez, vous n'avez pas les 30 individus, mais vous avez une dérogation. Il va vous présenter ça, mais vous pouvez cocher, afin que ça apparaisse coché sur le bon de livraison. Et il y avait une deuxième question, je crois, Baptiste.
Oui, bonjour, c'est moi, Lionel Darlé, là, de l'école forestière de Javol. Bonjour. Bonjour, voilà. Tout à l'heure, vous nous parliez de saisies là, directement sur le terrain là, pour ces histoires de collecte. Là. Oui. Et je voulais savoir si, en fait, avec cette histoire de tablette, si c'était déjà possible avec Pepi Collect d'être géolocalisé sur nos sites de récolte pour pouvoir en fait créer directement nos sites et surtout les points de collecte avec des sujets un peu isolés comme le sorbier, le pommier, ce genre d'individus, quoi. Oui, oui, oui. On aimerait bien, mais aujourd'hui, c'est pas opérationnel. J'espère que ça le sera D'accord, demain. Ouais. d'accord. Bon. Grâce à la localisation, enfin, grâce à la vue satellite, on y arrive quand même sur site avec la tablette. On se dit, OK, je suis là. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir dire, pof, positionne-moi exactement sur l'emplacement GPS où je me trouve. Ça serait super, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas opérationnel, ça. D'accord, il n'y a pas non plus de possibilité d'importation de couches, enfin comme des logiciels de géoconception, enfin de SIG plutôt. Pareil, c'est dans les tuyaux, on est en train de D'accord. travailler dessus. Parce qu'on est en train de voir toutes les couches proposées par l'IGN, Mhm. qui sont gratuites, hein, pour voir s'il y en a qui peuvent être exploitées. Mais D'accord. aujourd'hui, on n'a que ces couches-là, satellite, IGN, euh, voilà, plus région d'origine, unité naturelle. Demain, il y aura cadastre. Voilà, et puis s'il y a d'autres couches qui sont intéressantes, on va les mettre à disposition. Ok, super, merci Jacques. De rien. Oui, moi j'ai une question. Oui. Julien Piusso de Arbre et Paysage d'Aveyron. Moi je voulais savoir, je vois apparaître sur le tableau quantité, stock épuisé et je vois qu'il reste à certains endroits du stock. Ouais. Est-ce que ça correspond à un stock réel finalement qui a été gardé, qui n'a pas été encore envoyé? Ou Non, c'est, en fait, ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, la question elle est assez judicieuse. J'ai pas le cas concret. Imaginez ça. Non, c'est pas un bon cas parce que c'est une espèce qui est très légère. Tiens, ouais, celui-ci. euh, il y avait 200 grammes, d'accord? Oui, D'orme, c'est de l'orme, ça. Il y avait 200 grammes et en fait, il vous reste en stock 8 grammes. Euh, Concrètement, il y a de la perte. Quand on stocke les graines, il y a de la perte parce que ça continue à sécher. D'accord? Donc le poids baisse. C'est-à-dire qu'on avait 208 grammes. Et puis finalement, le gars, on lui a livré les 200 grammes. Alors deux solutions. Ou bien on lui a livré 200 grammes parce que c'est ce qu'il a commandé. On aurait pu les mettre les 208 et puis les 8 grammes en cadeau, hein. L'autre option, c'est de lui livrer les 200 grammes et il reste que 8 grammes. Sauf que on ne peut rien faire avec 8 grammes dans un lot. Ça ne sert plus à rien. Dans ce cas-là, on va aller volontairement, c'est la colonne soldée, d'accord? On va aller volontairement lui dire, écoute, tu me soldes ça, tu me mets à zéro. D'accord? Donc, soit parce qu'il y a on réajuste parce qu'il y a une perte de poids liée au temps de stockage, on a oublié de fermer le sachet hermétiquement ou autre chose. Donc, les poids vont fluctuer, ou soit il reste des résidus de poids avec lesquels on ne pourra vraiment plus rien faire du tout. Et donc, on peut appuyer sur la coche soldée automatiquement. D'accord? Ça permet de ne pas avoir un stock d'une multitude de lots où il reste 2, 3, 5 grammes à droite à gauche, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. oui, tout à fait, tout à fait. J'ai juste Oui, une dernière question. oui, Par rapport au coefficient, finalement, quand on passe du poids de fruits au poids de graines, est-ce que ces ouais. coefficients, ils prennent en compte finalement toutes les graines qui flottent et qu'on a enlevées, ou vous avez noté réellement finalement, la masse de Oui. graines sèches? Non, non, les graines qui flottent également sont prises en compte. En fait, c'est un retour d'expérience chez nous, comment nous on fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu les râpes champêtres, ils ne perdent pas beaucoup, mais c'est juste le séchage. On n'a pas enlevé, sur les samars, on n'a pas enlevé les ailettes. Oui. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est des conventions et ça va changer chez quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, on va tous avoir nos petites habitudes. Et ce qu'il faut prendre là, c'est un système de référence. Et on n'est jamais pile poil dedans. Mais on peut se dire, tiens, dans ma région où il pleut plus, les fruits sont plus gros, théoriquement il y a plus de pulpe. Ben, dans ma région, je me situe dans un coefficient un peu différent où j'ai un poids de fruits plus important par rapport à mon poids de graines. Mais je le sais par rapport à cette référence. Donc ça vous permet à peu près de vous naviguer à vue, mais quand même pas tant parce qu'on se rend compte qu'on est assez juste finalement. Euh, mais mais c'est pas une donnée objective du tout.
c'est une moyenne. Et puis, au fur et à mesure que vous travaillez, vous dites, OK, mon coefficient, par rapport au coefficient, je suis un peu au-dessus ou je suis un peu en dessous. Donc, vous faites attention. Mais c'est vrai qu'après, mettre des règles à tout le monde, parce qu'on est une communauté relativement importante qui travaillons, et dire à chacun, attention, quand tu saisis le poids, il faut que ce soit avec c'est des ailés ou pas des ailés, ou bien plus ou moins séché. Puis chacun a une notion distincte de ce que c'est qu'un bon taux d'humidité. Vous voyez, donc c'est jamais évident. Donc ça reste juste un système de référence approximatif qui vous guide bien, qui vous aide dans votre tâche, mais qui, en aucun cas qui peut faire foi, et D'accord. chaque cas est particulier. Quand on coche du coup la case statistique, donc ça vient implémenter en fait la base de données, c'est au niveau national, c'est pour tout le monde ou c'est Ouais, au uniquement niveau sur la national. zone? Ouais. D'accord. Ouais. Pas tout de suite, c'est à la fin d'une saison, on va extraire toutes les collectes, on va garder juste uniquement celles où c'est coché, et on va voir s'il n'y a pas des énormités. Hein. Quelqu'un qui a coché alors que c'est de façon flagrante, il n'a rien saisi, il n'a rien modifié. Et on va garder tout ce qui semble cohérent, et on va refaire une moyenne par rapport à tout ça, et on va mettre à jour les coefficients. Voilà, Ok. ça reste une indication à chaque fois. Hein. Très bien. Véronique, je reviens sur le soldé, pas soldé. Par contre, si on garde des graines d'une année sur l'autre, après, il n'y a pas de souci pour faire des lots de mélange, pas des lots, reprendre dans les bons de livraison, justement, Oui, les graines et un an. Donc là, dans ces cas-là, on les ouais. aura non soldées et on pourra les reprendre l'année suivante. Tu peux les reprendre l'année suivante. Alors aujourd'hui, il y a une petite limite qui est en débat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un lot de mélange de collectes qui proviennent d'années différentes. C'est-à-dire que tu peux injecter dans ton BL de l'année N+1, tu peux injecter ta collecte dans ton mélange de l'année dernière. Mais aujourd'hui, on a empêché ça pour dire aux gens, attention, vous voulez faire un mélange de deux collectes de 2 années différentes, ça ne marche pas. Mais on se demande si on doit lever ce verrou ou pas. Voilà, c'est une Après, question c'était qu'on au va. moins sur le bon de livraison. Ça nous est arrivé l'année dernière qu'on ait une collecte 2020 et une collecte 2021. Du coup, Donc, tu fais bien 2 lignes différentes? oui, voilà. Oui, nous, on est plutôt parti là-dessus. On s'est dit, bon, autant être transparent et puis que le pépiniériste, il sache exactement l'année de collecte. Et on va lui livrer du 2020, du 2021, qui sont bien distincts sur le BL, quoi. Mais le fait de mélanger 2020 et 2021, sur le BL, on aura 2 années différentes avec le même mélange. Alors, c'est un débat entre nous à avoir pour savoir si on lève ce verrou. Ce verrou, il n'a pas été mis pour empêcher, il a été mis pour éviter les erreurs lorsqu'on fait des mélanges. Nous, on avait eu la question, c'était du pépiniériste, c'est oui, s'il y a suffisamment. Voilà, si c'était un mini lot qui restait. Donc, il y aura peut-être, il peut y avoir ce questionnement-là. S'il nous reste 4 kilos de l'année d'avant, est-ce que le pépiniériste ne va pas faire une planche que pour ça, en fait? Oui, tu peux aller. Alors, quand tu fais. Quand tu es sur tes lots de mélange, c'est à partir de là qu'on fait les BL en cochant, tu te souviens. Il suffit que j'enlève les dates. Là. Et donc, du coup, j'ai tout. J'ai mes 2021. Ah, ils sont où mes 2021? Tu vois, j'ai du 2021 qui est là et du 2022. Donc, je peux décider de lui livrer. Tiens, ce 2021 là, ce 2022 là, etc., etc. Donc, ça, c'est le stock. Ah non, il est épuisé, j'ai plus rien. Oui, en dessous, tu as du non épuisé. Ouais. OK. En 2021, là, j'ai 940 grammes encore de fusain. Je peux lui livrer ça sur le même bon de livraison que mon norme de 2022. Ouais, OK, super. Et donc, là, vous voyez, j'ai enlevé les dates qui étaient paramétrées. Si j'appuie sur initialiser, il me les remet. D'accord? Donc, il y avait une question tout à l'heure qui était posée par Claire à Marseille, je crois. Donc, demandant s'il fallait télécharger le logiciel et quelles étaient les étapes très concrètes pour se lancer. Donc, le logiciel n'est pas à télécharger. Ce qu'il faut faire, c'est
pour se lancer concrètement, qu'on vous crée un compte utilisateur et pour ça, vous rapprochez de votre administrateur région d'origine, donc en l'occurrence Daniel Eori. Et à partir de là, le logiciel est accessible depuis un client web. Voilà, et puis ça a été dit tout à l'heure, mais vous rappelez que vous avez un manuel sur la page du site internet de PepiCollect qui vous permet d'être guidé. Et puis nous allons bientôt faire un petit tutoriel vidéo avec le replay de cette session. Donc vous pouvez être opérationnel très, très rapidement. Alors, on va rentrer dans une phase un petit peu moins de démonstration technique, mais de retour de témoignages d'utilisateurs avec potentiellement trois témoignages, mais on pourra en prendre aussi parmi vous. Le premier est celui de Nicolas Winterhalter. Je vais vous laisser vous présenter. Vous travaillez pour Nature et Technique en Grand Est, une structure qui est membre de la SIC Vétal Nord-Est. Et puis, vous allez donc nous expliquer comment vous utilisez ce logiciel pour votre technique. Et puis, on pourra présenter peut-être après un ou deux témoignages suivants. Et puis, si certains d'entre vous veulent aussi intervenir, ça peut être intéressant. J'ai vu qu'il y avait notamment aujourd'hui plusieurs établissements publics de l'enseignement agricole du côté de Montravel, de Romans-sur-Isère, la MFR de Javol et puis également à Saint-Rémy-de-Provence pour le lycée professionnel agricole des Alpes. Donc ça peut nous intéresser aussi de savoir par rapport aux formations que vous dispensez ce logiciel et son intérêt ou pas. Voilà. Donc. Alors nous sommes à la fois donc récolteurs de fruits sauvages après achat chez les pépiniéristes. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous allons déjà utiliser PepiCollect pour voir les différents points de collecte, même si d'habitude, Jacques ou alors Christophe Ringeisen nous donnent un planning avec les différents lieux de récolte, les différentes espèces et les différents quotas à récolter pour chaque site. Ce que nous faisons, donc, on peut aller sur PepiCollect, voir les sites, voir aussi s'il y a des informations complémentaires, par exemple s'il faut utiliser une bâche ou alors des perches pour certaines espèces, comme par exemple le cornouiller mâle. Ce qu'on fait ensuite après récolte, c'est qu'on va donc, comme tu nous l'as expliqué, Jacques, indiquer donc quelles sont les espèces qui ont été récoltées, les différentes donc, quantités en kilos de fruits, et ça nous est déjà arrivé aussi de rajouter des espèces qui n'avaient pas été mentionnées au début sur le site, voire même de préciser de nouveaux lieux de collecte au travers différents chantiers nature. Donc ensuite, alors on n'a pas encore utilisé l'application pour faire le bon de livraison. Ça, on le fait encore manuellement, mais ce sera à tester aussi. Donc c'est ensuite, alors après dépulpage, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on indique, comme tu le disais, le temps de dépulpage pour chaque lot d'espèces et donc les quantités aussi en kilos ou en grammes de fruits qui ont été récoltés. Donc, pour que ce soit clair au niveau aussi des normes du label, pour vraiment tout indiquer. Pas oublier non plus, comme tu disais, le nombre d'individus directement collectés sur site. Alors, nous, on ne fait pas trop tout ce qui est les mélanges de lots de collecte différents. Ça, c'est vrai qu'on vous laisse plus gérer tout cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on essaye de dépulper lot par lot pour vous les livrer tel quel, quoi. Voilà. Super, Nicolas. Es-tu satisfait de l'outil? C'est ça peut-être que les gens ont envie de savoir également, si tu penses que tu es à l'aise avec. Est-ce qu'il est intuitif, des choses comme ça? Oui, honnêtement, il est vraiment bien conçu, pensé, très ergonomique, facile aussi de prise en main. On n'a pas trop tâtonné, même si tu nous avais aussi fait une démonstration directement dans nos locaux. Non, honnêtement, il est vraiment bien. Et merci beaucoup. Voilà, donc je suis avec Jean qui fait partie du collectif. Donc nous, on a monté un collectif sur la Haute-Loire et en fait, j'ai utilisé PepiCollect toute seule l'année passée pour commencer à visualiser des sites. Et c'est vrai que cette année, on a pris le logiciel en main tous les deux et finalement, on s'est bien complémentés. Et du coup, voilà, on a vu aussi cette fonction de bien marquer les dates pour ne pas confondre toutes les récoltes. Et voilà, enfin, avant que ce soit expliqué aujourd'hui, on s'est rendu compte de ça et c'est bien pratique.
Voilà. Par contre, en début du mois dernier, on a eu des bugs. Donc, je vais laisser Jean expliquer ce qui nous est arrivé. Oui, alors c'est quand on a un site de collecte. Rapprochez-vous du micro, on ne vous entend pas. Pardon. Du coup, quand on a voulu rentrer dans un site de collecte, il s'avérait que la commune qu'on voulait, ça ne l'affichait pas au bon endroit, en fait. Oui, on va répéter parce que je crois qu'on a bien compris et c'est un problème effectivement récurrent et qui était très depuis. La commune que vous avez rentrée ne s'affiche pas au bon endroit, très certainement pour un problème d'homonymie de commune. C'est ça. Depuis, Jacques, je te laisse en dire comment ça a été corrigé. Oui, oui. Donc le problème, c'est qu'il y a sur toute la France, il y a des communes qui ont le même nom. Donc manque de bol, Pépi Collect prend le premier qu'elle trouve et puis vous met pas au bon endroit dans la pampa. Et même tout au début du logiciel, on se retrouvait en plein océan Atlantique. Donc tout ça, ça a été réglé depuis. Hein. C'est bien sûr la version de la première année. Et là, on l'a réglé en l'occurrence en limitant au niveau d'une région d'origine, on limite le choix des communes à la région d'origine. Et ça évite aussi d'autres incohérences. C'est-à-dire que quand vous créez un site, vous avez vraiment les communes de votre région d'origine qui sont présentées. Et là, il faut choisir dans les listes déroulantes la bonne, quoi. Donc, il y a ça qui est réglé. Ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir homonyme au sein de la région d'origine. Et ça, c'est réglé également. Hein. C'est-à-dire que celle que vous choisissez précisément, c'est celle qui sera utilisée. D'accord, merci. Voilà, bug de jeunesse. On se demandait aussi comment dimensionner nos sites, en fait. Oui, alors, par exemple, le site que j'ai fait, vous avez vu que c'est une unité bien identifiée, c'est une colline. Il y a une partie boisée en haut de la colline. Là, c'est assez facile. Si vous vous trouvez avec un site qui a des caractéristiques pédologiques différentes, faites 2 sites différents côte à côte. D'accord. Parce que vous allez avoir la partie humide, la partie sèche, la partie acide, la partie calcaire, je ne sais pas. Mais il y a des différences qui peuvent s'exprimer. Soit c'est une forêt d'un côté, soit c'est un taillis de l'autre côté. Donc, c'est aussi des petites différences qu'il faut prendre en compte. Parce que derrière, votre site, il est caractérisé par quelques petits codes. Voilà. Donc, si ça change, changez ça. Maintenant, si vous êtes sur un territoire de bocage qui couvre des kilomètres carrés, et vous pouvez faire un seul grand site. C'est tout à fait possible, mais vous allez vous perdre parce que le site est trop grand. Un site, voilà, il faut que ce soit un lieu, par convention, on en parle, on sait que c'est là qu'on doit aller, quoi. Donc, faites plutôt des petits sites un peu à droite à gauche aussi pour des questions pratiques pour vous-même. Oui, d'accord. Nous, notre territoire, la Haute-Loire, ne se prête pas du tout à ça. C'est plutôt vraiment justement des petits sites. Et du coup, voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'on se fait sur une commune et après, on n'avait pas tout à fait bien, enfin, en tout cas pour moi, je n'avais pas tout à fait bien compris le point, en fait, et le polygone. Mais maintenant, c'est très clair avec votre explication. Ouais. Et si vous avez un site, imaginez, c'est une ripisylve qui est magnifique, qui se trouve, qui traverse 5 communes différentes. Vous allez prendre la commune centrale de ces 5 communes. Votre polygone, il sera au milieu. Et après, vous le déroulez sur les 5 communes, le long du cours d'eau, hein, sans problème. D'accord. Vous pouvez faire ça aussi. Très bien. Voilà, tu veux rajouter des choses? Non, ouais, ça me va très bien. Ouais, le logiciel, moi, je le trouve assez pratique aussi. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, effectivement, ça fait remonter qu'il y a encore des problèmes. Et donc, effectivement, on essaye de les traiter au fur et à mesure et on distingue bien ce qui est vraiment de l'ordre de problème ou de bug et ce qui est de l'ordre d'amélioration de l'ergonomie, des fonctionnalités de l'outil, où là, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi des questions de priorisation, de budget qu'on peut y consacrer pour le développement informatique, puisqu'on fait appel à une société prestataire qui est 2LE pour tous ces développements.